L'énergie. Lorsque nous prononçons ce mot, nous imaginons généralement d'immenses centrales électriques, des puits de pétrole ou des kilomètres de câbles. Cependant, imaginez maintenant un monde où les sources d'énergie fossiles ne sont plus nécessaires et où l'approvisionnement en énergie est autonome et autosuffisant. Un monde où vous n'aurez plus à vous soucier de mettre de l'essence dans votre voiture, de payer les factures d'énergie qui augmentent chaque année ou de recharger votre téléphone. Il pourra fonctionner sans être rechargé pendant toute sa durée de vie. Et si je vous disais qu'il existe déjà une technologie capable de faire de tout cela une réalité? La technologie des générateurs sans carburant, ou GSC en abrégé, peut produire des quantités illimitées d'énergie électrique sur et pas cher bon marché, réduisant ainsi considérablement nos coûts. Cet appareil convertit en électricité les énergies déjà présentes autour de nous en quantités illimitées. Que c'est l'histoire à ce sujet? Il existe de nombreuses formes d'énergie, notamment thermique, lumineuse, cinétique, électrique, chimique et gravitationnelle. Il existe une forme d'énergie moins connue dans l'univers appelée énergie du point zéro, qui contient beaucoup plus d'énergie dans un volume donné que les autres types d'énergie. Les physiciens Richard Feynman et John Wheeler ont calculé un jour que l'énergie du point zéro du vide est d'un ordre de grandeur supérieur à celle de l'énergie nucléaire. En fait, l'espace à l'intérieur d'une ampoule électrique contient suffisamment d'énergie provenant du champ du point zéro pour faire bouillir les océans du monde entier. Nous ne remarquons pas l'énergie du point zéro parce que nous existons en son sein. C'est l'état fondamental de la matière et de l'énergie. Certains physiciens ont une théorie selon laquelle elle est à la base de la gravité et de l'inertie. En 1875, Wesley Gary a fait la démonstration d'un mécanisme qui générait sa propre énergie, une sorte de machine à mouvement perpétuel. Vers 1925, le chercheur Lester Andershaw découvre qu'il peut créer des oscillations magnétiques dans une barre de fer placée en face d'un aimant permanent et de quelques bobines électromagnétiques. Le docteur Thomas-Henry Moret a présenté son invention à des ingénieurs curieux. L'appareil pouvait alimenter des charges électriques tout en produisant sa propre énergie. Certains modèles pouvaient produire des milliers de watts. Pendant des centaines d'années, de nombreuses tentatives pour intégrer de tels appareils dans notre vie quotidienne ont échoué en raison de la suppression artificielle du développement scientifique et technologique. Après avoir regardé cette vidéo, vous serez en mesure d'assembler de manière autonome vous-même certains des GSC présentés. Aujourd'hui, il existe de nombreux modèles de GSC dans le monde, basés sur différents principes et convertissant différentes formes d'énergie en électricité. Ces technologies ont le potentiel de changer radicalement la vie de la société et de devenir accessibles à tous, y compris à vous. En octobre 2023, un congrès international sur l'énergie libre a eu lieu en Suisse, où des développeurs de différents pays ont partagé leurs années d'expérience et ont fait la démonstration de leurs inventions. Nous vous en présenterons par la suite quelques-unes. L'inventeur, Artmu Doblé, expert en électricité, chauffage et énergie solaire, a fait la démonstration d'une centrale électrique fonctionnant à l'aide d'une colonne d'eau statique. L'installation est un paternosté classique, c'est-à-dire, en termes simples, un ascenseur-engin élévateur en mouvement continu. Il est situé à l'intérieur d'une colonne remplie d'eau. Le paternosté se compose de nombreux godets fixés sur une chaîne fermée, dans lesquels une certaine quantité d'air est pompée à partir d'un compresseur situé au bas de la colonne. Les godets s'élèvent, libèrent l'air en haut de la colonne, se retournent et retombent dans l'eau. La chaîne transmet la rotation à un générateur, qui alimente le compresseur et produit de l'énergie électrique supplémentaire. Posons d'un compresseur standard d'une puissance d'environ 7,5 kW à pleine charge, qui remplit l'air pour nous. Nous le faisons fonctionner à mi-puissance, soit environ 4 kW, ce qui est tout à fait suffisant pour remplir d'air ces conteneurs flottants. Cette installation, d'une hauteur d'environ 8 mètres, a été installée pendant environ 3 ans et demi dans la ville de Spiš, près de Cologne. Le générateur produisait environ 58 kW de puissance tandis que le compresseur consommait environ 4 kW. Nous disposons donc d'une capacité de production de 54 kW d'électricité, que nous dissipons sur l'élément chauffant. Nous avons complètement abandonné l'utilisation du réseau électrique et converti toute l'énergie en chaleur. Plus tard, le système a été modernisé. Sa hauteur a été portée à 10 mètres.
ce qui a permis au générateur de produire plus de 100 kW. Le compresseur consommait encore 4 kW et fournissait 96 kW d'énergie utile. À l'heure actuelle, la hauteur est de 25 mètres, avec une capacité de 500 kW, mais elle n'est plus posée verticalement sur la surface, mais forée dans le sol. Nous avons environ 510 kW de puissance électrique au niveau du générateur, mais maintenant, pour ce volume, nous utilisons deux compresseurs, de 4 kW chacun. Deux compresseurs sont donc branchés en parallèle et nous disposons encore de 502 kW de puissance excédentaire. Nous avons cette centrale électrique et, bien sûr, la gravité. C'est un peu comme si un stylo tombait vers le bas. Cependant, la particularité de notre centrale est que nous utilisons l'effet inverse grâce à la charge utile force portante force ascensionnelle. Je ne devrais pas restreindre les limites du système à la seule centrale électrique, il est essentiel d'inclure dans l'équation la gravité réelle que nous ressentons ici sur Terre. Le tableau est alors complètement différent. Si nous devions trouver un endroit dans l'espace extra-atmosphérique où il n'y a pas d'influence gravitationnelle, cet appareil ne fonctionnerait pas. La technologie suivante est basée sur les plasmoïdes, dont les informations ont été occultées pendant de nombreuses années. Malcolm Bandal a réussi à rediriger l'énergie de la cavitation, c'est-à-dire l'implosion des plasmoïdes, vers des applications bénéfiques. Selon le scientifique, il a créé un modèle d'unification des plasmoïdes qui permet de ramener tout ce qui se trouve dans l'univers à une seule métrique. Selon sa théorie, tous les processus de l'univers ont leur fréquence de résonance, qui sont reliés par une régularité mathématique unique. Donc, ce que je voulais faire, c'est diriger la matière vers l'énergie en mouvement, voilà ce dont je vais vous parler. Or, tout cela vient du modèle d'unification. Ce que j'ai appris, c'est que cela ressemble à une sphère où une bulle qui implose se focalise en un seul point, compresse, deux spirales y apparaissent et vont vers le pôle nord et le pôle sud. Et il y a plusieurs façons différentes de le faire, parce que cela dépend des niveaux d'énergie et d'autres facteurs. Parfois cette focalisation en un point, implosion se transperce à travers elle-même. Mais quoi qu'il en soit, l'élément fondamental est le symbole de l'infini. Ce symbole de l'infini représente un point où les forces sont égales et opposées, et où il y a un plan du point zéro, ce qu'en physique quantique on appelle un horizon des événements. Et j'appelle cela un plan miroir, parce que pour revenir à ma perfusion plasmoïde, je me suis dit que j'allais utiliser le temps. C'est lié au temps. Cette technologie est la nouvelle révolution industrielle. Les informations sur les plasmoïdes sont passées sous silence pendant de nombreuses années. C'est ce que nous générons, n'est-ce pas? C'est un plasmoïde. C'est du plasma structuré. Ici elle vient ici et elle peut capturer de l'hydrogène. Ici à l'intérieur se trouvent des sphères pour 2, 3, 4. Sphère de 2 pouces, sphère de 3 pouces, sphère de 4 pouces. Le nombre de secondes dans une journée est de 86 400. Le diamètre du Soleil est de 864 000 miles. Le carré lunaire est 864, ce n'est pas une coïncidence. 864 000 miles. Alors, que fait cette machine? Le Soleil est un appareil d'impression de fréquence de l'éther vers la matière. J'ai répété le Soleil. Cela fait partie de la technologie, mais c'est basé sur l'ingénierie inverse du processus qui se développe au Soleil. Nous avons donc ici la sphère supérieure et une autre sphère en bas. Nous avons donc un pôle nord et un pôle sud. Au milieu, nous avons la zone équatoriale. En physique quantique, c'est l'horizon des événements. Ce qu'il fait, vous avez une extrémité positive et négative, pôle nord, pôle sud. De plus, vous avez donc un point zéro équivalent à la cavité Schumann sur la Terre, où tout peut arriver car il n'y a pas de fréquence à ce point zéro. Et c'est le secret de la fusion froide. L'appareil fonctionne d'abord à l'essence, puis nous passons au vide. Lorsque nous fermons l'accélérateur, le limiteur de débit, ce qui coupe l'alimentation en essence, la raréfaction, la mise sous vide augmente. Normalement, la fermeture de l'accélérateur signifie que le moteur s'arrête. Avec l'accélérateur, le limiteur de débit, nous essayons donc de trouver un équilibre entre le degré de raréfaction, la mise sous vide, qui crée plus de bulles et de plasmoïdes, et le vide qui passe par le barboteur, d'une part, et suffisamment d'essence,
D'autre part, car nous avons besoin de carbone pour maintenir le processus en marche. Le principe de cette technologie est que lorsque le système est entièrement chargé, l'eau est entièrement chargée. Cela signifie qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone et que le dioxyde de carbone est pratiquement nul. Il n'y a pas d'hydrocarbures. L'oxygène revient au niveau atmosphérique. L'oxygène est là, le carbone baisse. Les turbines à réaction ne contiennent pas de carbone du tout et il n'y a pas de particules de carbone en suspension dans l'air. Cela signifie que ce moteur à combustion interne est plus propre que toute autre technologie. En termes d'intensité énergétique spécifique, le carburant diesel est 100 fois supérieur à celui d'une batterie. Il y a donc une sphère de 4 pouces, une sphère de 3 pouces et une sphère de 2 pouces. La sphère centrale dirige le vortex. Elle est fermée. L'échappement se trouve sur la sphère extérieure. Et la sphère intérieure est un vide. Les forces sont donc égales et opposées. Revenons donc à notre 4-3-2, c'est-à-dire au mystère de l'univers. Nous avons ici une coupe transversale de l'appareil que nous avons démontré dans le travail d'installation. Ils sont reliés entre eux. En fait, il s'agit du pôle nord et du pôle sud. Celui-ci reçoit l'eau et les plasmoïdes, créant ainsi l'extrémité négative. Et voici l'extrémité positive, qui représente la mort et la destruction ou la redistribution. C'est la force qui déchire la matière. Car en principe, lorsque ces tornades opposées apparaissent, elles peuvent prendre des configurations différentes. Nous utilisons une caractéristique fondamentale de l'univers, le processus de l'univers. Le modèle d'unification des plasmoïdes nous permet de tout aligner sur cette métrique. La technologie peut être calculée parce que les fréquences de résonance sont connues, le paradoxe du zéro et tout le reste sont connus. C'est sur cela que repose cette technologie. Lorsqu'une certaine fréquence X est atteinte, par exemple, lorsque vous faites bouillir de l'eau, vous entendez un son juste avant qu'elle bout, et au moment du changement de phase, le son s'arrête. Il n'y a pas de vibration parce que l'eau change de phase. Et l'énergie se dirige vers l'intérieur parce qu'elle est nécessaire au changement de phase. Ainsi, ce processus n'aspire pas seulement la chaleur, il aspire aussi les vibrations provenant de la bouilloire. De la même manière, j'utilise l'onde de choc du moteur. C'est-à-dire que l'énergie de l'onde de choc est utilisée pour démarrer la transformation chimique. L'onde de choc fait, en réalité, partie de l'énergie perdue du moteur. Il s'agit d'un système d'extraction de l'énergie perdue. En d'autres termes, nous utilisons des plasmoïdes pour capturer cette énergie perdue, la transférer au moteur et l'Y libérer. Les chercheurs, en faisant la démonstration de leurs installations, soulignent qu'elles sont réalisées avec des matériaux et des composants accessibles à tous. C'est également ce qu'ont noté d'autres inventeurs avec lesquels nous avons pu nous entretenir en dehors du congrès. L'ingénieur zimbabwéen Tapiwa Muvangani est un exemple de la manière dont une source d'électricité sans combustible peut être construite à partir de matériaux facilement disponibles dans le but d'aider les gens. Son dispositif se compose de 3 batteries et d'un onduleur qui convertit le courant continu en courant alternatif afin de pouvoir brancher des appareils ménagers ordinaires. Pour garantir que les batteries fournissent la puissance nécessaire sans manquer de puissance, il a utilisé plusieurs méthodes pour leur recharge constante. L'appareil que nous avons construit au milieu de l'année 2022 est assemblé à partir de matériaux simples et couramment disponibles. Nous avons utilisé plusieurs batteries au plomb acide. La plupart d'entre elles, je pense, étaient de 12 volts et de 24 ampères-heure. Nous avons également utilisé un onduleur dans le système qui convertit le courant continu en courant alternatif, ainsi que certains éléments dont nous avions besoin pour que le système fonctionne de manière assez efficace. Nous avons dû utiliser un commutateur, qui s'est avéré très utile à la fin. Nous avions également quelques chargeurs pour lesquels nous avons utilisé des condensateurs de 1 à 4 kV. Nous utilisons également un certain nombre de thyristors, et nous allons utiliser un certain nombre de diodes, de condensateurs électrolytiques et céramiques. Les éléments que je viens de décrire sont donc très courants. Il n'est pas difficile de se les procurer.
Tout le monde peut les acheter. Bien entendu, comme pour tout autre appareil, certains principes doivent être respectés. C'est le cas des principes de conversion de l'énergie. Par exemple, vous avez une batterie avec de l'énergie potentielle chimique. Vous en tirez de l'énergie électrique. L'appareil suit également les principes de conversion de l'énergie électrique du courant continu au courant alternatif. Il suit également la norme. L'une des caractéristiques que nous utilisons dans notre système est le développement de circuits électriques uniques qui, disons-le, produisent des effets très intéressants de conservation et d'amplification de l'énergie. Nous chargeons également les appareils eux-mêmes avec de l'énergie radiante ou de l'électricité atmosphérique, si l'on peut dire ainsi. Il y a une abondance de radiations électromagnétiques tout autour de nous. L'énergie qu'il contient est, pour ainsi dire, essentielle au fonctionnement de l'univers. En exploitant cette énergie, vous pouvez donc charger ou alimenter vos systèmes indéfiniment en illimité. En outre, nous utilisons également certains principes des courants telluriques de la Terre. Les courants telluriques sont essentiellement des courants électriques naturels qui circulent parallèlement à la surface ou sous la surface de la Terre. La troisième ressource que nous utilisons dans ce cas est l'énergie hydraulique de la zone d'exclusion. Un homme qui a rédigé un article très compétent, disons-le ainsi, une étude très approfondie sur ce sujet s'appelle Gerald Pollack. Nous l'avons découvert assez rapidement, grâce à une bizarrerie que je ne détaillerai pas. Voici donc ce qu'il en est. C'est la caméra que vous voyez ici, et à gauche, le gel. À côté du gel, nous avons placé de l'eau contenant des particules. Ces particules sont des petites boules appelées microsphères. Vous pouvez les voir ici. Et lorsque nous avons regardé au microscope, nous avons vu qu'il y avait effectivement une zone d'où ces microsphères étaient exclues. Nous avons pensé que dans cette zone, les molécules d'eau s'alignaient peut-être de manière à former une sorte de structure. Vous pouvez observer la dynamique du processus. Vous pouvez voir que cette zone s'agrandit avec le temps. Au fur et à mesure que l'on ajoute de l'eau et des sphères, ce phénomène commence à se produire. Et il y a toujours une grande zone ici. En bas, à titre de comparaison, l'échelle est de 10 micromètres. Une zone d'environ 50 micromètres est donc dépourvue de ces particules. Nous avons donc pensé qu'il s'agissait peut-être d'une zone qui se développait après l'ajout d'eau. C'est le type de structure dont parlait Ling, elle a tendance à se développer, à s'agrandir. Quelqu'un a dit que nous devrions lui donner un nom. Le nom le plus évident est celui de zone d'exclusion, parce que cette zone exclut. Et la zone d'exclusion, ou l'abréviation ZE, est facile à retenir. C'est pourquoi nous l'avons appelée la ZE, l'eau de la ZE, l'eau de la zone d'exclusion, qui se trouve juste ici. Et, bien sûr, nous avons commencé à l'étudier en détail. Or, pour ce qui concerne la généralité de ce phénomène, je ne vous ai montré qu'une seule diapositive, mais nous avons en fait examiné de très nombreuses surfaces différentes, de nombreux types de sphères, etc. La conclusion que nous avons tirée est que de nombreuses surfaces hydrophiles créent des zones d'exclusion, et que de nombreuses solutés et particules sont exclues. Il s'agit donc d'un phénomène très général. J'ai suggéré la possibilité que l'eau de la zone d'exclusion soit en fait différente de l'eau ordinaire, que les molécules peuvent être alignées. Mais je n'ai présenté aucune preuve. Quelles sont donc ces preuves? Eh bien, ce sont des preuves qui ont été recueillies il y a pratiquement 10 ans. À l'époque, nous disposions de 8 éléments de preuve. Aujourd'hui, nous en avons 13 ou 14. Je ne vais pas les énumérer toutes. Vous pouvez passer rapidement en revue les méthodes utilisées, mais si je devais le faire, cela prendrait tout le temps dont je dispose. Or, je veux me concentrer sur l'une d'entre elles parce qu'elle est d'une importance capitale. Il s'agit de la ZE, cette zone de l'eau n'est pas neutre, mais possède une charge négative. Nous avons déterminé cela en mesurant le potentiel électrique à l'aide d'une paire d'électrodes entre cette zone et la zone extérieure.
La conclusion que nous avons tirée de ces expérimentations est la suivante. Il existe un matériau dont la surface est hydrophile et qui est proche de l'eau. La zone d'exclusion que nous avons trouvée a une charge négative et la zone extérieure a une charge positive équivalente. Il s'agit en fait d'une sorte de batterie à charge séparée. Comment cela se produit-il? C'est illustré ici de manière schématique. D'après ce que nous savons, tout commence par des molécules d'eau. Une molécule d'eau ressemble à ceci, de l'oxygène avec une charge négative de -2 et de l'hydrogène à chaque extrémité avec une charge positive de +1. L'énergie entre en jeu et divise la molécule d'eau en une partie positive et une partie négative, parce qu'il y a déjà une charge de -2 et une charge de + ici. C'est donc la partie négative. C'est cette combinaison d'hydroxyde, OH, qui forme la zone d'exclusion. Vous pouvez la voir ici. Elle est donc initialement créée à partir de l'eau et se forme à partir des molécules d'eau qui sont divisées, qui se désintègrent. Ce dispositif fonctionne principalement grâce à un circuit électrique unique qui utilise l'énergie radiante ainsi que l'énergie de l'eau de la zone d'exclusion et les courants telluriques de la Terre. En règle générale, nous commençons par les systèmes de batteries, qui se subdivisent en système A et système B. Comme toutes les autres batteries, il s'agit d'une production d'énergie électrochimique, si l'on peut dire. Nous utilisons donc essentiellement les électrons générés par ces réactions pour alimenter le système. C'est la solution standard. Et bien sûr, il reste la question de savoir comment nous allons les charger, et de nombreuses personnes posent cette question, parce que pour la plupart des personnes, si vous utilisez de l'énergie, il est évident qu'elle doit être reconstituée. Après tout, l'énergie ne peut pas surgir de nulle part, ce qui est généralement vrai. La manière dont nous rechargeons ce noyau, je prendrai l'exemple de l'eau de la zone d'exclusion que nous utilisons. On a découvert que l'eau de la zone d'exclusion est en fait la quatrième phase de l'eau. Chaque fois qu'il y a une polarisation des charges en charge positive à une extrémité et en charge négative à l'autre, il y a automatiquement une différence de potentiel ou essentiellement une force électromotrice qui vous permet d'alimenter quelque chose. La clé est donc de pouvoir mettre au point une cellule très simple, disons, qui fonctionne selon les principes de l'eau de la zone d'exclusion, ou de l'eau de la phase 4, qui nous permettra de générer le courant nécessaire pour recharger ces batteries. Une fois que nous disposons de l'eau de la zone d'exclusion, il nous reste à trouver la bonne cathode et la bonne anode. Donc, fondamentalement, il faut une clé faite de matériaux conducteurs. Mais l'un d'entre eux doit avoir une conductivité légèrement supérieure à l'autre afin de pouvoir recharger les batteries en permanence. En termes simples, pendant que le système A fonctionne, le système B se charge. Et lorsque le commutateur passe du système A au système B, alors le système A est chargé à l'aide de ces processus. Or, il ne s'agit pas d'un système de recharge. En fin de compte, il s'agit simplement d'un système à longue durée de vie. Car, bien sûr, si vous pouvez alimenter le système en continu et, en même temps, extraire suffisamment d'énergie sans l'épuiser, le système fonctionnera plus ou moins indéfiniment à l'infini. Comme je l'ai dit, le tout premier essai a eu lieu le 22 août et nous avons obtenu une puissance de sortie de 1 kVA, ou 1 kW. Cela représente 1000 watts, mais ce n'est pas la limite. Le système est évolutif, car les mêmes principes peuvent être utilisés pour tout autre système dont la puissance est supérieure à plusieurs ordres de grandeur. Comme vous l'avez remarqué dans la vidéo, il existe des GSC fonctionnant selon différents principes. Nous allons maintenant montrer une autre technologie, dans laquelle le moteur électrique et le générateur sont combinés sur un seul arbre. Ces machines sont appelées informeurs ou moteurs générateurs. Elles sont utilisées pour convertir un courant d'une caractéristique donnée en un courant d'une autre caractéristique, par exemple de 50 Hz à 400 Hz. De nombreux exemplaires ont été cassés pour tenter de créer un tel GSC. On pourrait penser qu'il suffirait de réinjecter l'énergie produite par le générateur dans le moteur, pour obtenir une machine autonome qui maintiendrait une rotation indépendante sans apport d'énergie extérieure. Cependant, tout n'est pas si simple que ça. Officiellement, dans les cercles scientifiques, il n'y a pas des informeurs reconnus qui puissent fonctionner en tant qu'un GSC. De nombreux inventeurs ont essayé de prendre la tension de sortie du générateur et d'alimenter le moteur avec cette tension afin d'obtenir une rotation indépendante. Mais dès que l'alimentation externe était coupée, le système s'arrêtait par manque de puissance.
C'est logique, car l'efficacité de toute machine est toujours inférieure à 100%, c'est pourquoi elle doit s'arrêter lorsque l'alimentation externe est coupée. Le freinage du générateur se produit selon la règle de Lenz et constitue un obstacle insurmontable. Cependant, notre prochain héros a réussi à contourner cet obstacle. Non, il n'a pas combattu la règle de Lenz, mais il est allé par une autre voie, ayant découvert que dans le générateur avec un rotor à aimant permanent, il y a un gain d'énergie. Il l'a attribué à l'effet gravitomagnétique. À notre époque, les développements dans le domaine de la technologie des GSC ne sont malheureusement pas bien accueillis par la science traditionnelle, c'est pourquoi l'auteur a souhaité rester incognito. Ce phénomène est, disons, spécial, car nous extrayons vraisemblablement de l'énergie du vide quantique, c'est-à-dire des fluctuations quantiques du vide. Grâce à l'interaction avec le champ gravitomagnétique, nous considérons également l'aspect lié à la gravité quantique. La lumière traverse alors les anomalies de la force de Lorentz. De cette manière, nous pouvons pratiquement réaliser le déplacement de la charge électrique en générant des électrons. Dans nos recherches futures, que nous effectuerons prochainement, nous prévoyons également d'étudier la possibilité non seulement du mouvement de la charge électrique, mais aussi de la présence d'énergie dont on peut dire qu'elle alimente l'énergie cinétique du système, y compris l'énergie mécanique de type rotationnel. À l'heure actuelle, cet aspect n'a pas encore été démontré, mais on suppose qu'il y a les deux effets, le mouvement, le déplacement de la charge électrique, qui est le flux d'électricité, et l'énergie mécanique, qui découle des forces, de l'énergie extraite du vide quantique. Nous pouvons utiliser cette machine n'importe où dans l'univers parce qu'en tout point de l'univers, nous trouverons des fluctuations quantiques du vide. C'est-à-dire en tout point de l'espace, dans toutes les conditions, disons, du champ magnétique, si l'on parle des champs géomagnétiques des planètes. Actuellement, notre machine a une efficacité égale à 200%. L'objectif de la création de cette machine était simplement de démontrer que nous sommes capables de produire de l'énergie sans utiliser de carburant. Seuls des aimants et des conducteurs sont utilisés ici. Il s'agit d'un système avancé de collecte d'énergie électrique basé sur les dernières avancées de la science et de la technologie. La prochaine machine que nous avons déjà mise au point sera en fait une machine capable de produire de l'énergie de manière autonome. Nous pouvons l'envoyer dans des territoires reculés où il n'y a pas de réseau, où il n'y a rien, et la machine fournira de l'électricité à l'utilisateur en étant installée dans un espace de vie. C'est fascinant. Après tout, ce type de technologie a le potentiel de révolutionner une situation où des milliards de personnes sur la planète souffrent d'un manque de ressources et d'opportunités, et où le changement climatique menace nos vies et la vie de la planète. Et ce n'est pas tout. Vous verrez ensuite comment un inventeur du Kazakhstan a réussi à faire tourner indéfiniment à l'infini une roue hydraulique ordinaire sans fournir d'énergie. La machine s'auto-alimente et fournit de l'électricité aux consommateurs. Lors de la conception, j'ai étudié de nombreuses structures, de nombreux domaines. Et quand j'ai fait les dessins, ils étaient différents. Or, ils partaient tous de la même chose, à savoir qu'il est nécessaire d'utiliser une roue, ou plutôt un grand volant d'inertie, mais dans des configurations différentes. En étudiant, j'ai trouvé un moyen de fabriquer une alimentation électrique de 12 volts, tout en produisant une grande quantité d'énergie. Pour cela, j'ai utilisé toutes les lois de la physique, y compris la loi de l'effet de levier. Ainsi, plus le levier est long, plus l'énergie transférée est importante. À partir de là, j'ai introduit la symbiose, j'ai combiné toutes les connaissances que j'avais acquises au cours de mes 8 années de pratique et j'ai créé mon moteur. Je pensais aux centrales hydroélectriques. Comment fonctionne une centrale hydroélectrique? Elle met de l'eau sous pression et fait tourner une turbine. J'ai créé la même chose, mais sans pression d'eau, avec un volant d'inertie. L'eau, une certaine quantité, est fournie au volant d'inertie, qui fait tourner la poulie, laquelle fera tourner le générateur, qui alimentera également sa propre batterie,
sa propre pompe et continuera à fournir de l'énergie pour une consommation ultérieure. Il s'agit en fait d'un circuit fermé, le volant alimente le générateur alimente à nouveau la pompe puis l'alimente pour son fonctionnement. Plus le volant d'inertie principal est grand, plus l'énergie sera transférée à la poulie du générateur. Son efficacité n'a pas de limite, car les volants d'inertie peuvent être agrandis, la forme du cercle peut être élargie, variée. Par exemple, j'en ai construit un d'1,5 mètre, et il peut être fabriqué en 6 mètres, 7 mètres, 10 mètres, en fonction du générateur que vous devez faire tourner et du nombre de pièces, quantité, qu'il vous faudra fabriquer. Il n'a pas besoin d'alimentation supplémentaire car il fonctionne en auto-alimentation. La consommation électrique de ce générateur est de 12 volts, 180 watts, et le consommateur peut utiliser 220 volts ou 380 volts. La puissance est de 5 kW et plus. Les composants les plus simples sont utilisés, nous les avons sur le marché, de simples profils en acier, des profils en aluminium, des roulements, tous ces composants sont disponibles. Il n'y a pas de matériaux surnaturels. Il peut fonctionner avec un seul ravitaillement, disons un ravitaillement en liquide, pendant une semaine ou 10 jours sans s'arrêter, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans craindre qu'il ne se bloque. La chose la plus importante est de réguler le niveau d'eau. Si l'eau s'évapore un peu, il suffit de la remplir et c'est tout. Mon générateur est respectueux de l'environnement, ses composants sont entièrement recyclables, il est totalement propre, il n'y a absolument aucune émission et il peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans différentes conditions climatiques. Il peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des conditions climatiques différentes. Il n'y a pas de différence entre le froid et le chaud, il fonctionne dans toutes les fluctuations de température, de plus 40 à moins 40. Toute la ville peut être facilement alimentée en chauffage ou en électricité. Prenons le même objet, lorsqu'il sera assemblé, il sera assemblé par production de masse. Il n'y aura pas une grande unité, mais de nombreuses petites unités qui se compenseront les unes les autres. Et en cas de panne d'une structure, d'un générateur, ils se compenseront les uns les autres. Et il n'y aura pas de notion de limitation, que vous ayez besoin de kilowatts, de mégawatts ou de gigawatts, il sera possible de les connecter, de les combiner et de les étendre, à la fois pour la ville, pour les zones et pour les villages. L'avantage est qu'il ne sera pas nécessaire de tirer des câbles sur des kilomètres. Il sera possible de l'installer, de le placer juste à côté de l'établissement et de se contenter de l'entretenir et de le surveiller. Avec l'aide d'un tel générateur, il est possible d'alimenter non seulement la ville, mais aussi le pays. En pratique, nous apprendrons quel pays, quelles conditions sont nécessaires, qui a besoin de quoi, pour que chaque maison puisse être alimentée en chaleur et en électricité. Mais en même temps, nous tiendrons compte du fait que les conditions climatiques sont partout différentes, que les territoires sont partout différents. Sur cette base, nous tirerons des conclusions sur les besoins de chacun. Cet appareil se compose d'un générateur, d'un tambour principal, d'un contrôleur, d'un onduleur et d'une batterie de 12 verres. Selon les caractéristiques, ce générateur produit une puissance de 220 V 10 kW. Le contrôleur la transmet à la batterie, stockage, l'onduleur l'utilise ensuite pour la consommation. Il est possible d'augmenter l'intensité du courant. Par exemple, si la batterie est conçue pour 6 heures, vous pouvez faire 10 heures de travail, et 20 heures, vous pouvez faire une journée. Cela dépend de la capacité des batteries. Combien de personnes doivent consommer et quelle puissance sera nécessaire. Les détails techniques sont les suivants, il disposera d'une pompe qui fonctionne à 12 V avec une puissance de 180 watts. Cette pompe fournira de l'eau au tambour principal à un débit de 2 litres par seconde, qui, à son tour, fera tourner le générateur lui-même. Quel est l'avantage de cet appareil? Il n'a pas de composants complexes, tout est réparable, chaque pièce est disponible. Et si vous voulez l'utiliser, par exemple, si quelqu'un se trouve loin de la ville, disons dans une fazenda, la même chose dans la steppe, et qu'il aura cet équipement installé, il aura des pièces de rechange et si nécessaire, la personne pourra les remplacer, les réparer et continuer à l'utiliser. Il n'y a rien de compliqué ici. Tout est simple. Давайте. La technologie qui vient d'être présentée est basée sur la fameuse roue à eau hydraulique, et le prochain développement est basé sur un autre dispositif bien connu, le moteur électrique. Le système énergétique Holcon est une percée scientifique dans le domaine de l'énergie 100% propre.
Bien que le générateur ressemble à un moteur électrique classique, il fonctionne sans pièce mobile en créant un champ magnétique rotatif dans une armature stationnaire. Cette invention utilise l'interaction des spins d'électrons pour capter les fluctuations de l'énergie ambiante. Le système énergétique Holcon utilise la technologie standard des générateurs et des bobinages de moteurs, de sorte qu'il peut être assemblé sans aucune technologie exotique. Le générateur pourra alimenter les habitations et les entreprises, ainsi que les voitures électriques et d'autres véhicules tels que les avions. Des versions miniatures pourront alimenter des appareils électroménagers et électroniques. Nous avons devant nous un échantillon de démonstration d'un générateur électrique intégré d'une capacité de 40 kW. Un générateur de type intégré signifie que nous prenons l'énergie du réseau, la fournissons à l'appareil et la transmettons directement aux mêmes bornes, doublant ainsi la puissance de sortie ou réduisant l'entrée. Nous appliquons un courant aux bornes d'un stateur externe et cela excite le rotor et le stator, qui sont tous deux à l'état solide et ne bougent pas, mais cette excitation fait doubler la puissance de sortie par rapport à la puissance d'entrée. Cette puissance est en fait générée à partir d'acier électrique. Il s'agit d'un mécanisme assez complexe, mais l'acier électrique est essentiellement composé de fer. Or, le fer possède 4 électrons non appariés. La plupart des électrons sont appariés, de sorte qu'ils ne créent pas de champ magnétique. Mais les 4 électrons du fer sont non appariés. Cela signifie qu'ils vont magnétiser. Et si les atomes de fer sont de petits aimants, ils se regroupent en grappes que nous appelons domaines magnétiques. Ces petits groupes de magnétisme s'alignent à l'intérieur de l'acier électrique de telle sorte que très peu d'énergie doit être dépensée pour maintenir leur position dans le système. Si vous vérifiez l'ampleur du champ magnétique produit par l'acier électrique, vous constaterez qu'il est pratiquement nul. Or, si nous excitons cet acier électrique, comme nous le faisons avec le courant du secteur, ces domaines magnétiques s'alignent dans la même direction, libérant ainsi une énorme quantité d'énergie. Ainsi, il faut peut-être une unité de courant pour produire 4 unités de courant. Il s'agit de notre générateur d'électricité intégré, qui alimente entièrement un bâtiment de 1100 mètres carrés. Un générateur se compose de plusieurs éléments. Le composant principal est ce boîtier bleu, qui contient les enroulements, tout comme un générateur ou un moteur électrique normal. À l'intérieur de ces enroulements se trouve un noyau avec un enroulement. Il entraîne le mécanisme du stator lorsque nous mettons l'appareil sous tension. Il excite le noyau externe, excite le noyau interne et l'interaction produit 2 fois plus d'énergie. Il existe quelques autres composants connexes qui ne sont pas aussi grands que le mécanisme du stator, mais qui sont tout de même importants. Voici la batterie de condensateur que nous utilisons sur le noyau interne. Il y a une autre batterie de condensateur à l'arrière qui sert à soutenir le noyau externe. Voici le bloc d'interrupteur qui nous permet d'allumer et d'éteindre les condensateurs comme bon nous semble. Le composant le plus important est donc un boîtier qui ressemble à un moteur électrique de 40 kW avec un noyau central en cuivre enroulé sur de l'acier électrique et un bloc de condensateur. C'est tout ce dont nous avons besoin pour produire de l'énergie. Quant à l'appareil autonome, il fonctionnerait exactement de la même manière,
sauf qu'il serait doté d'un mécanisme de batterie qui le maintiendrait en marche lorsque l'énergie passe à zéro, ce qui, en courant alternatif, se produit 2 fois par cycle. Le générateur de courant intégré et l'autre dispositif que nous venons d'examiner sont donc des dispositifs autonomes. Le fer, s'il est excité, produira 4 fois plus d'énergie que nécessaire pour l'exciter dans ce système donné. Vous envisagez donc un rendement de 5 cents pour cent. Et le montant total que l'unité est capable de produire dépend de la taille de l'unité. L'énergie est constamment générée par la rotation des électrons dans l'atome de fer. Les personnes me demandent, même les scientifiques, combien de temps l'électron va-t-il tourner? Si vous posez cette question, c'est que vous ne connaissez probablement pas grand-chose à la chimie, à la métallurgie ou autre, car si les électrons cessaient de tourner dans les éléments, nous tomberions tous en poussière. Tout ce qui existe dans l'univers tomberait en poussière. Car c'est ce qui maintient l'univers ensemble, parce que c'est exactement ce qui lie l'univers. Le prochain dispositif dont nous allons vous parler a été mis au point par le mathématicien et entrepreneur allemand Holger Thorsten Schubart. Qu'est-ce que nous convertissons? Nous convertissons non seulement les neutrinos, mais aussi tout le spectre invisible des rayonnements. Il existe différents types de rayonnements, y compris les neutrinos. Prenons-les comme exemple. Aujourd'hui, il est possible d'identifier avec précision chaque neutrino. Nous connaissons leur nombre par centimètre carré et par seconde. Et comme ils ont une masse, ils ont aussi de l'énergie. Nous avons donc besoin d'un convertisseur. Nous avons du graphène, qui a été mis en mouvement. Ce mouvement particulier du graphène nous permet d'observer clairement ces micro-vibrations, en d'autres termes, l'onde graphène, c'est-à-dire le graphène vibrant. Il reçoit des impulsions de différents types de rayonnements, de différences de température, de différents rayonnements, tels que les neutrinos, qui transmettent une petite impulsion au noyau de l'atome. Lorsque les atomes de graphène entrent en contact avec différentes énergies, ils commencent à vibrer et à créer des vibrations. C'est le mouvement du graphène. Nous voulons maintenant convertir ce mouvement en un courant continu. Pour ce faire, nous disposons d'une sorte de sandwich de graphène. Il existe de très bonnes publications scientifiques à ce sujet, qui décrivent la compression du graphène entre 2 plaques de silicium dopées sous haute pression et dans un vide poussé, et malgré cela, le graphène continue à créer des oscillations et des mouvements. Ce sandwich de graphène est également connu sous le nom de poids quantique. Le poids quantique est un terme scientifique. Une description d'un point quantique peut également être trouvée dans la littérature. Et que se passe-t-il au niveau du point quantique? Dans ce point quantique, le graphène se déplace de haut en bas. Des impulsions apparaissent, et la diffusion oblique des électrons avec le bon angle et le dopage approprié du matériau entraîne un flux d'électrons dans une direction. Un flux d'électrons dans une seule direction est un courant continu. Il ne nous reste plus qu'à réaliser que notre Power Cube n'est pas un gros point quantique, mais la somme de nombreux petits points quantiques, comme une mosaïque. Le petit point quantique est très précisément décrit d'un point de vue scientifique et technique. Ce qui peut être défini avec précision, ce sont les micro-vibrations du graphène, la capacité d'entraîner les électrons dans un mouvement directionnel et la capacité de produire un courant électrique constant, comme dans une cellule solaire. Si nous prenons une petite cellule solaire qui fonctionne à une puissance X, une deuxième cellule solaire située à proximité, dans les mêmes conditions externes, produit 2 fois plus d'énergie. L'oscillateur que nous utilisons, c'est-à-dire le générateur d'oscillation, n'est évidemment pas différent. Power Cube est essentiellement un grand panneau solaire plié pour le rayonnement du spectre invisible. Ces plaquettes, ou wafers, sont recouvertes de points quantiques, c'est-à-dire de graphène pulvérisé. Il existe de bonnes simulations et de bons calculs à ce sujet. Ce sujet est bien présenté sur l'Internet et par certains scientifiques.
Cela signifie que la combinaison de notre connaissance de l'énergie dont nous disposons et de notre compréhension de la technologie, de son fonctionnement, dans le contexte de l'ingénierie et de la réalisation technique, a conduit à la création de PowerCube. PowerCube se contente désormais de traduire la connaissance en technologie et de la réaliser. Nous commençons par des cubes d'essai, qui ne sont peut-être pas encore aussi bons que ceux que les utilisateurs auront plus tard dans leur sous-sol. Nous collaborons maintenant avec l'industrie, car nous ne serons pas en mesure de produire nous-mêmes PowerCube dans les quantités nécessaires. Notre approche est la suivante, nous créons des dessins pour les appareils, nous développons une base de données complète pour ces derniers et nous nous occupons de la propriété intellectuelle, des brevets aux marques déposées. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, nous passons des tests simulés et du calcul précis des composants à la production directe. Le processus de fabrication lui-même peut être imaginé ainsi. Je vais juste révéler quelques secrets. Il ne faut pas croire que PowerCube est assemblé dans un endroit précis du monde et que chaque composant est développé séparément. Il est important de réaliser que de nombreux composants de PowerCube sont des composants électroniques existants qui sont déjà disponibles sur le marché. L'essence de l'innovation PowerCube est l'utilisation d'une plaquette semi-conductrice, wafer, connue sous le nom de plaquette neutrino-voltaïque. Nous passons commande auprès de différents fabricants utilisant la technologie du plasma. Nous ne sommes pas encore capables de produire 100 000, 500 000 ou 1 million de générateurs, mais en coopération avec l'industrie, nous serons un jour en mesure de produire 1 million, 2 millions ou 5 millions de générateurs. Et nous soutenons cette transition vers de nouvelles technologies. Car personnellement, je suis absolument convaincu que c'est le seul moyen d'apporter un changement systémique pour compenser les lacunes du système actuel au cours des 10 à 20 prochaines années. Car le système, dans sa forme actuelle, devient de moins en moins fiable au fur et à mesure que la distance augmente. Cela signifie qu'en posant des fils de plus en plus fins, le système central finira par devenir de plus en plus fragile et vulnérable. Les avantages que nous offrons par rapport aux sources d'énergie renouvelables traditionnelles sont assez évidents. Nous fournissons une source d'énergie constante capable d'assurer la charge de base, car elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il est important de noter ici que les coûts sous-jacents seront considérablement réduits car les coûts de maintenance, de transport et d'énergie du réseau vont diminuer. Cela signifie également que l'énergie pourrait devenir beaucoup moins chère à l'avenir, en particulier si elle est réglementée de manière judicieuse et utilisée plus efficacement, ce qui se traduira par une baisse des coûts pour les consommateurs. Je suis persuadé que les consommateurs en tireront un grand bénéfice. Nous pouvons leur fournir un approvisionnement en énergie fiable, sans les risques liés à d'éventuelles coupures dues à des catastrophes naturelles, et toujours à un prix abordable. Et si nous pouvons contribuer à cela, alors j'aurai rempli ma mission. Je voudrais dire que, pour moi, il y a 3 piliers fondamentaux sur lesquels repose notre société. Et le plus important d'entre eux est l'éducation. L'éducation est le plus important. Le deuxième est l'énergie et le troisième l'eau. Cela signifie que si le monde, la population mondiale, dispose de suffisamment de connaissances, d'énergie et d'eau, la qualité de vie sur cette planète s'améliorera considérablement. Nous aurons moins de guerres et moins de problèmes. Et nous avons besoin de moyens technologiques pour fournir de l'eau et de l'énergie. Il s'agit de donner des connaissances aux gens. C'est notre objectif et la mission de notre entreprise. Je voudrais maintenant m'adresser à chacun d'entre vous qui êtes chez vous avec un ordinateur, un téléphone portable ou un autre gadget et qui avez déjà un peu compris cette question. Je voudrais vous demander de diffuser ces connaissances au profit de votre communauté ou de votre organisation, mais pas à des fins publicitaires, mais simplement pour les partager afin que d'autres puissent en tirer des enseignements, les améliorer si nécessaire et créer de meilleures solutions pour nous tous. Car à ce stade, même avec un excellent produit comme PowerCube, on est loin de la limite. La technologie, la physique, la science sont en constante évolution, et nous devons nous assurer que le système existant ne limite pas cet avantage en matière de connaissances et n'essaie pas de l'orienter et de le gérer en fonction de motifs, disons, basiques, qui se réduisent le plus souvent à des intérêts financiers.
Et j'invite tous ceux qui sont en mesure de comprendre et de percevoir ces connaissances par eux-mêmes à les partager et à contribuer au processus de diffusion. Cela ne s'applique pas seulement aux technologies dont nous disposons, mais à beaucoup d'autres technologies merveilleuses qui existent dans le monde. C'est pourquoi je soutiens de tout cœur la société créatrice, car le mot « créateur » englobe ce que nous souhaitons réellement. Nous souhaitons que les gens trouvent des solutions en exerçant leur force créatrice. Des solutions qui rendront le monde meilleur pour tous. Lorsque nous y parvenons, cela signifie que chacun d'entre nous a fait sa part. Résumons maintenant et examinons en détail les avantages des générateurs sans carburant. GSC fournit de l'énergie gratuite dans la quantité requise. Fonctionne de manière continue et stable dans toutes les conditions climatiques. Entièrement autonome. Ne nécessite pas de combustible fossile. Ne produit pas d'émissions nocives. Élimine le besoin de lignes électriques. Oui, l'introduction de GSC va améliorer qualitativement la vie de chacun. Il n'y aurait plus besoin de recharger le téléphone et de faire le plein de la voiture, plus besoin d'économiser l'énergie et plus besoin de s'inquiéter des factures. L'énergie est l'un des facteurs qui influence le prix de tout produit. Et si l'énergie est gratuite, les prix seront plus bas. En outre, il n'est plus rationnel de développer et de mettre en œuvre des technologies qui nécessitent des coûts énergétiques élevés. Et si cette limitation est supprimée, l'humanité pourra les utiliser activement. Nous pourrons même explorer l'espace librement, car les vaisseaux spatiaux ne seront pas limités par les approvisionnements en carburant. Avec GSC, nous allons oublier que l'énergie est une ressource limitée. Alors pourquoi cette technologie n'a-t-elle pas encore été introduite dans nos vies? Parce que l'introduction de GSC entraînera des changements fondamentaux dans toutes les sphères de la société. Si cela se produit dans la société de consommation dans laquelle nous vivons actuellement, des millions de personnes se retrouveront au chômage. Toute l'industrie de l'énergie deviendra superflue, le système économique existant s'effondrera, ce qui entraînera des troubles de masse et le chaos. Or, si nous passons d'une société de consommation à une société créatrice, alors un nouveau type d'économie sera construit, des conditions seront créées dans lesquelles toutes les personnes seront économiquement protégées. Chaque personne recevra un revenu de base inconditionnel, même si elle ne travaille pas, et pourra apprendre gratuitement un nouveau métier. L'introduction de GSC permettra l'utilisation généralisée d'autres technologies de pointe liées à la consommation d'énergie élevée. Il s'agit là d'un pas de géant dans le développement de l'humanité. C'est une solution aux problèmes qui semblent non résolus aujourd'hui. Afin de transformer la société de consommation en une société créatrice, nous avons besoin d'actions actives de la part des personnes elles-mêmes. Il nous suffit de parler à tous ceux que nous connaissons des avantages de la société créatrice. En partageant ces informations entre nous, nous créons naturellement une demande publique de changement au sein de la société. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de commencer à parler.